Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom, c'est Isabelle, alias la DG d'Alias Entrepreneur, qui est un OBNL dont la mission est de stimuler la communauté de solopreneurs et de propriétaires de très petites entreprises dans leur développement personnel, professionnel et entrepreneurial. Qui dit OBNL dit partenaire financier. J'aimerais prendre le temps donc de remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance ainsi que notre partenaire média InfoBref. Je vous invite d'ailleurs à aimer tous les médias sociaux d'Alias Entrepreneur. Si vous n'êtes pas membre encore de notre plateforme web, vous pouvez aller devenir membre pour rien rater de tout le contenu qui est produit pour répondre à toutes vos questions concernant le monde de l'entrepreneuriat. On organise également à chaque mois diverses opportunités pour vous connecter avec d'autres entrepreneurs pour aider à briser votre isolement, autant en présentiel qu'en virtuel. Cette semaine, je me suis entretenue avec Alexandre Vézina, qui est venu nous partager ses meilleurs conseils pour aider les entreprises dans un contexte d'incertitude. On va parler de contrôle des dépenses. On va parler de comment fixer son prix. Donc, si jamais vous hésitez à augmenter vos prix présentement puis que vous êtes pris un petit peu avec votre sentiment d'imposteur, il faut que vous écoutiez cet épisode-là. Et on va parler de relations avec nos clients aussi, donc clients actuels, clients futurs, mais aussi nos clients passés. Bref, c'est ses meilleurs conseils. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute et j'ai fort à parier que vous allez vous mettre en action tout de suite après l'épisode. Alexandre, stratège entrepreneurial, conférencier, auteur. D'ailleurs, moi, j'ai lu ton dernier livre, 2 par 4, super intéressant. C'est un peu ce qui va animer notre rencontre ensemble aujourd'hui. Merci d'être venu échanger avec nous. Ça fait un plaisir, Isabelle. Donc aujourd'hui, en fait, on va aborder un petit peu l'insécurité financière. On le sait, c'est pas évident pour certains solopreneurs présentement. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'insécurités qui peuvent arriver avec le contexte économique. On va aborder ça ensemble à grands coups de 2 par 4. J'apprécie, je pense, c'est ta franchise comme ça, ta façon droite au but de t'adresser aux gens aussi qui te différencie. Donc aujourd'hui, on se donne des coups de 2 par 4 au travers du micro. Donc, avant de commencer, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? T'es qui, Alexandre? Okay. De façon quand même assez brève, Oui. je suis stratège entrepreneurial. Donc, j'ai été par le passé propriétaire de quelques entreprises dans le domaine des transports, des communications, comptabilité, du design, la consultation aussi. Et là, j'ai vendu toutes mes parts de mes entreprises et j'accompagne les propriétaires d'entreprises. Mais depuis 2007, quand même, que je fais de l'accompagnement entrepreneurial. OK. Donc, écoute, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs, des solopreneurs, des entrepreneurs. Au début, c'est du démarrage, après ça, du développement, puis finalement la croissance des entreprises. Puis de plus en plus, j'accompagne les entrepreneurs surtout à se mettre à la porte. Ça a OK. toujours été, moi, le discours, hein, c'est qu'est-ce que tu fais pour te mettre à la porte de tes opérations. Puis on peut le faire avec une micro-entreprise. Comme solopreneur, c'est un peu plus difficile, mais il y a des processus, il y a des choses qui peuvent être faites aussi à ce niveau-là. Pour se mettre dehors soi-même. Ouais, tout à fait. Excellent. Puis qu'est-ce qui t'a amené, parce que là, on a parlé de 2 par 4 qui est ton Ouais. dernier livre, mais c'est pas ton premier. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Pourquoi c'est arrivé dans ta vie? Moi, j'ai toujours apprécié l'écriture. OK. Mes parents, c'était 2 profs du primaire. J'avais des dictées tous les soirs. Donc, veux pas, ça a peut-être influencé. Puis même pendant un bout de temps dans ma carrière, je voulais devenir journaliste OK. quand j'étais encore aux études. Et finalement, de fil en aiguille, à donner des conseils aux entrepreneurs, j'étais tanné de répéter toujours la même chose. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? C'est naturel pour moi d'écrire. J'écrivais déjà plein d'articles de blog. J'ai dit, pourquoi pas écrire un premier livre? Fait que je pense que le premier est sorti en 2014 ou 2015 de mémoire. OK. Puis ça s'appelait Enfin les vraies affaires. Donc déjà là, ça annonçait un peu ce qu'il en était, droit au but, short and sweet, pas de flafla, on va à l'essentiel aussi. Mais finalement, après le premier, la maison d'édition dit OK, ça s'est bien vendu, on en veut un deuxième, un troisième, etc. Je pense que 2 par 4, c'est mon 10e publié par une maison d'édition. J'ai des recueils ailleurs aussi. Et j'apprécie toujours autant. Puis moi, c'est une façon de redonner au suivant aussi. Parce que, tu sais, pour la valeur, le prix d'un livre, puis on s'entend, c'est pas l'argent que je fais. Non, c'est ça, on ne gagne pas sa vie avec un livre. Non, là. effectivement, à part si tu en vends des millions. Mais l'idée, c'est vraiment de redonner au suivant à peu de frais, à plusieurs personnes. Puis quand tu lis un livre, tu t'embarques dans un processus de réflexion aussi. Souvent, les gens qui lisent, les entrepreneurs, les solopreneurs qui lisent mes livres prennent des tonnes de notes, des post-it. Puis moi, c'est ça que je veux. Il faut que ça soit pratique, il faut que les gens puissent mettre en application immédiatement
le tout dans leur entreprise. Puis c'est pour ça que je continue à en écrire, parce que je le sais qu'il y a un impact, les gens m'en reparlent, les gens m'écrivent en me disant « Hey, j'ai mis en application telle astuce, puis voici les résultats. » Fait que moi, ça, c'est vraiment comme un sentiment de satisfaction, de fierté aussi rattaché à ça. Mais, depuis que j'écris des livres, puis on se rappelle, j'écrivais pour ne pas trop répéter. Oui. J'ai jamais, sérieusement, là, j'ai jamais autant répété les choses. Tu sais, la conférence 2x4, je la donne depuis 2018 déjà. Bon, j'ai fait des ajustements avec le temps, mais je répète 60% de ma conférence est tout le temps pareil. Fait que je répète tout le temps les mêmes affaires. Fait que, puis là, bon, je rajoute des exemples, je donne des saveurs ou des situations différentes en fonction du public qui est là. Donc, j'adapte, j'ajuste tout le temps. Mais ça reste que les principes fondamentaux de la business restent quand même les mêmes, les astuces. Fait que quand je parle de prime à l'urgence, les gens souvent ne savent pas c'est quoi, mais ça fait 1000 fois que j'explique c'est quoi une prime à l'urgence à des entrepreneurs. Fait que tu sais, il y a tout le temps des petits éléments de même. Fait que c'est pour ça que souvent, avant de travailler avec des nouveaux clients, je leur dis « time out ». Va acheter 2x4 ou va acheter tel livre en premier, lis-le au complet, ça va déjà répondre à une tonne de questions. Puis après, si tu veux qu'on travaille ensemble ou qu'on travaille des éléments plus spécifiques, là, tu m'appelleras. Mais pas avant. Donc, ça permet de filtrer aussi en même temps, mais tu sais, comme je disais, pour 30$, il y a des tonnes de conseils. Tout à fait. Il y en a énormément. Puis c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut le relire aussi plusieurs fois. Ouais. Je l'aime le message que tu dis parce que peu importe le domaine dans lequel les gens opèrent, les enjeux sont toujours les mêmes au final. Donc, effectivement, c'est là où les gens reconnectent, en fait. Même si on a tous des entreprises différentes, ben c'est là où on vit les mêmes réalités, peu importe notre secteur. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, ce que je voulais amener avec toi, c'est un peu le contexte économique où, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Bon, il y a eu le remboursement de la PCU. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées cette année. Il y a une incertitude un petit peu au niveau économique. Il y a un ralentissement dans certains secteurs d'activité. J'entendais des solopreneurs dernièrement ou des propriétaires de petites entreprises dire « Bon, ben je fais quoi? Tu sais, je suis insécure, les ventes diminuent. Est-ce que, bon, je dois couper dans certaines dépenses? Tu mes assurances qui me coûtent super cher que je devrais couper? Est-ce que c'est certains logiciels qui, bon, je pourrais essayer de mettre de côté? » Tu sais, il y a comme il y a des questions qui se passent en ce moment, puis on cherche à, bon, comment je positionne mon entreprise pour survivre, faire face à ce qui s'en vient. Aurais-tu un bon petit coup de 2x4 à nous donner par rapport à ça? Mais juste avant de donner le coup de 2x4, il y a plusieurs solopreneurs, entrepreneurs, justement, qui sont en lendemain de veille. OK? Les lendemains de veille de la pandémie. Donc, il y en a qui ont eu des boosts incroyables, il y en a qui se sont adaptés rapidement, mais c'est comme s'ils ont la gueule de bois. OK? Puis là, ils ne savent plus. Puis là, ça amène une certaine remise en question fondamentale dans le genre de « ça me tente-tu? Est-ce que j'ai encore du fun? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Je veux-tu faire des choses autrement? » Parce que être entrepreneur, solopreneur, c'est le changement est constant. Il faut s'adapter constamment. Fait qu'on a-tu encore l'énergie pour pouvoir le faire? Fait que ça, c'est comme la première base. question, Okay? c'est intéressant. Il faut vraiment se poser ça. Parce que si on n'a plus de fun, la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire là, maintenant, pour retrouver du fun, pour avoir du fun? Puis il y en a certains, présentement, puis tu sais, là, je ne prêche pas pour l'entrepreneuriat en disant ça, mais il y en a certains que c'est peut-être de retourner en emploi aussi. Mais il y en a d'autres, c'est OK, mais qu'est-ce que je dois faire pour me retrousser les manches? Et il y a plusieurs entreprises présentement qui doivent revoir leur fondation au niveau financier. Je ne suis pas un comptable, OK? Mais je connais les chiffres. Puis quand je parle de fondation, c'est comme si on doit se développer présentement une certaine paranoïa financière. Okay? Okay. Donc, une bonne compréhension de notre argent, elle va où? Okay. Exactement. Parce qu'on est habitué de voir à la fin de l'année un état financier ou notre état des résultats, puis dire, OK, ça va-tu bien ou ça va pas bien dans notre business? Quand il faudrait être beaucoup plus rigoureux dans notre approche. Il y a plusieurs entrepreneurs aussi qui gèrent leurs dépenses en fonction de l'argent disponible dans le compte de banque. Donc, c'est plus une gestion des liquidités qu'une gestion financière de ses activités. Donc, il faut revoir le tout. Puis quand on regarde un état des résultats à la fin de l'année, je le sais, c'est pas sexy quand je dis ça. OK? On s'entend. C'est pas ça qu'on va entendre, là, Alexandre. Je le sais, mais pas les états des résultats et les bilans encore. Mais quand on prend ça, souvent, les postes de dépenses que les comptables vont mettre sont très sommaires. Par exemple, télécommunications. Marketing, honoraires professionnels. Mais ça ne nous dit pas notre argent est allé où exactement. Donc, c'est notre job de revoir
l'ensemble des dépenses. Surtout de nos jours, puis là, je ne parle pas de finances personnelles, là, mais au niveau de la business, on est habitué de payer l'application, supposons Canva pour telle affaire, puis là, whoop, un autre logiciel, puis là, whoop, les courriels, puis whoop, un logiciel au niveau de la planification des agendas. Puis bon, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que j'ai toujours besoin de ça? Y a-t-il des nouveaux outils qui me permettraient de le faire autrement? J'ai un plan payant, est-ce que le plan gratuit pourrait répondre aussi à mes besoins? Donc, il faut revoir ces éléments-là. Puis, tu sais, juste renégocier 2, 3 choses, ça peut faire une énorme différence. Un, les assurances. Oui, effectivement. Bon, juste faire un spot check. Puis là, je ne dis pas même si on travaille avec un courtier en assurance, il faut faire des spot checks ailleurs de temps en temps. Donc, les assurances. 2, télécommunications. On se fait avoir, ça n'a pas d'allure. OK? Fait que juste revoir ces fondements-là. Ensuite de ça, tout ce qui touche les dépenses plus courantes, papeterie, essence, restauration des fois, etc. Je ne dis pas de ne pas aller au restaurant, là, c'est pas ça. Mais juste de revoir certains des éléments, puis plus développer une approche de budgétisation. OK. Puis quand on est une petite entreprise, juste en regardant l'ensemble de nos petites dépenses, souvent, on peut aller récupérer, en fonction du nombre d'employés, à peu près, si on n'a jamais fait cet exercice-là, à peu près 1000$ par employé. Non, effectivement, ça va vite. Là. Des petits logiciels qu'on paye par-ci, par-là, des montants mensuels au bout de l'année. Effectivement, on peut faire des économies qui sont intéressantes. Là. Fait que j'aime ça, devenir paranoïaque. Dans le fond, toi, c'est de devenir vraiment là, un passionné de nos comptes de dépenses. Là. La paranoïa est positive. Là. C'est ça. Je ne dis pas d'être passionné par les dépenses, mais de bien comprendre notre argent, où elle va. Puis c'est ça qui va nous permettre de dire combien d'argent j'ai vraiment besoin de plus aussi. Fait que l'idée, c'est de travailler toujours sur les 2 tableaux. Travailler sur les dépenses, puis travailler sur l'augmentation de la valeur, puis sur le chiffre d'affaires, puis sur les ventes aussi, puis les bonnes ventes. C'est ça qui est essentiel. Mais il y en a plusieurs qui s'intéressent juste sur les ventes, les ventes, mais des fois, juste un contrôle un peu plus serré de certaines dépenses, de valider si tu un luxe qu'on se paye ou non, j'en ai-tu vraiment besoin ou non, mais ça peut faire une énorme différence à la fin de l'année. Tu sais, il y en a qui vont se payer un voyage dans le sud juste en récupérant de l'argent qu'ils sont habitués de donner aux autres. Fait que souvent, on laisse traîner de l'argent sur la table. Mais c'est notre job. C'est pas la responsabilité du comptable. C'est pas la responsabilité des autres personnes. C'est notre job de valider nos dépenses puis de vérifier est-ce que ça, c'est nécessaire. Puis de faire l'exercice sur chacun des postes de dépenses. Puis, tu sais, exemple, on parle honoraire professionnel. Bon, c'est large encore une fois. Effectivement. Mais qu'est-ce que j'ai payé en service juridique, comptabilité, en tenue de livre, etc. Tu sais, juste pour valider, puis OK, est-ce que chacune de ces dépenses-là, parce que la question clé à se poser, c'est ça, est-ce que chacune de ces dépenses-là est justifiée? Et est-ce que c'est une réelle dépense ou c'est un investissement? Oui, ça, c'est une grosse différence, effectivement. Tout à fait, parce qu'un investissement, ça nous permet de mieux nous positionner ou d'ajouter de la valeur à ce que l'on fait, à nos activités. Si on n'a pas ça, c'est comme si on néglige un élément. Tandis qu'il y en a plusieurs que c'est des dépenses, puis les dépenses, il faudrait regarder puis les analyser de façon un peu plus serrée. C'est intéressant. Puis, tu sais, Puis je pense que le réflexe premier qu'on a, c'est de s'attaquer aux plus gros montants, mais des fois, il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites sur, effectivement, les comptes sous-jacents qui nous apportent pas de valeur, effectivement, ou qui sont des dépenses, là, qui sont pas des investissements. Donc, j'ai envie de, effectivement, le premier petit coup de 2 par 4 là, qu'on se donne, là, ben effectivement, devenez paranoïaque, je trouve ça très drôle. Là. Devenez des accros là, à vos comptes de dépenses là, prochainement, puis vérifiez, est-ce qu'effectivement, il y a des choses, posez-vous la question. Là, est-ce que je dépense, est-ce que c'est une bonne dépense, puis pas juste miser sur les gros comptes, allez-y vraiment partout pour mieux vous repositionner. Je pense que c'est déjà un premier bon réflexe. Puis je l'aime aussi de renégocier parce que les assurances, effectivement, on l'entend souvent, là, c'est un gros montant qui part, mais effectivement, ça se négocie. Puis même si on fait affaire avec un courtier, des fois, on peut magasiner un petit peu. Des fois, on est surassuré sur nos besoins. Puis dépendamment de notre chiffre d'affaires, de l'évolution, il y a peut-être des éléments que finalement, on a rationalisés, mais on n'a pas rationalisé les assurances. Puis moi, je me rappelle, là, j'ai un de mes clients, quand j'avais parlé de ces éléments-là, la fois d'après, quand je l'avais revu, il m'avait appelé, il dit « Alex, lui, c'était il y avait une entreprise de plomberie de mémoire. Fait que, tu sais, toutes les assurances d'équipement, puis etc., puis responsabilité. Puis il dit « J'ai pris 30 minutes. Ça m'a pris 30 minutes. Faire mon appel, renégocier, etc. Bon, mettons, on
Mettons qu'on dit 1 heure. Là. Euh, il a économisé, il y avait une business à peu près, lui, une dizaine d'employés, là, mais il a économisé, je pense que c'est 8 000 Ah non, effectivement, j'ai pas de difficulté à croire. Fait que quand est-ce que tu travailles à 4 000 ou 8 000 de l'heure? Non, effectivement, Fait c'est que- assez rentable. mais il me disait tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas Mm, le temps. Là, après ça, il a compris, puis à cette heure, il prend le temps de vérifier plusieurs de ces dépenses-là au niveau de son mm, entreprise. Mais c'est pour ça que je dis, peu importe le nombre d'employés ou qu'on n'en a pas, il y a des rationalisations qui tout à peuvent fait. se faire, puis il y a de l'argent qu'on laisse traîner sur la table, puis c'est votre responsabilité de récupérer cet argent-là. Parce qu'elle nous appartient. Ah Puis là, ouais. on la donne à d'autres personnes, mais finalement, pour aller rechercher, exemple, 1000 pièces, ben, il y en a qu'il va falloir qu'ils facturent un 2000, il y en a Mm, que ça va être 20 000 ou plus pour aller récupérer ce 1000 $-là, dépendamment de la grosseur de l'entreprise puis de la structure financière de l'entreprise. Donc, paranoïa financière, contrôler vos mm, dépenses, c'est le moment là, de le faire. Là. Surtout quand effectivement. on sent qu'il y a un ralentissement, écoute, c'est là. Il faut couper, il faut regarder. Puis là, je ne dis pas de couper les essentiels, c'est pas ça. C'est vraiment, est-ce que ça ajoute de la valeur, puis est-ce que j'en ai vraiment besoin présentement? Excellent, merci. Fait que premier défi, excellent, on va relever ça. Ensuite, ben, je pense que tu sais, tu en as parlé un peu, c'est les revenus qu'on peut Ouais. regarder. Là, c'est une autre question. Est-ce que je dois monter mes prix? Et comment je m'ajuste par rapport à ça? Est-ce que je charge assez? Est-ce que je dois baisser mes prix pour attirer plus de clients? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on dirait que j'ai envie de baisser pour pas perdre ma clientèle, mais en même temps, il faut que j'arrive, mes marges de profit diminuent. Comment on fait? Tu sais, comment on gère ça là, en ce moment, à ton avis? Là, ou quel conseil tu aurais à nous donner à ce niveau-là? De un, augmenter ses prix tous les ans. OK. Si tu savais le nombre d'entrepreneurs, les solopreneurs qui n'augmentent pas leur tarification tous les ans. Pourtant, est-ce que l'inflation Hmm. augmente? Est-ce que le Oui, coût de la vie augmente? oui. Est-ce que nos dépenses augmentent? L'essence, là, Hmm. augmente-tu? Mais c'est toutes des dépenses qui viennent créer une pression supplémentaire. Fait que si on n'augmente pas notre tarification, ben c'est comme si on est le con dans le dîner de con. Okay? Parce que Effectivement. toutes les autres vont le faire de toute façon. Hmm. Nos sous-traitants ou nos fournisseurs le font, puis nous autres, il faudrait l'absorber nous-mêmes. Non. C'est au client de l'absorber, cette augmentation-là. Hmm. Donc, on n'a pas le choix. Il faut augmenter ses prix à tous les ans. Puis encore plus si on est dans le domaine du service. Parce qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui sont dans le domaine du Ouais. service, qui ont une expertise, qui possèdent, qui facturent trop souvent à l'heure, mais ça serait un autre sujet. Donc, trop souvent à l'heure, puis sans facturer leur vraie expertise. Hmm. Parce que souvent, ils ne savent pas ou ils n'osent pas. Donc, augmenter ses prix régulièrement, puis de valider. Est-ce que nos clients ont la capacité financière? Est-ce qu'on cible les bons clients? Fait que, tu sais, c'est le moment, là, c'est pour ça que je parlais de lendemain de veille aussi, là, c'est le moment de se reposer une tonne de questions, de se faire une réflexion stratégique pour valider, j'ai-tu encore du marché? Est-ce que mes produits, services répondent aux besoins de mes clients? Est-ce que c'est le bon type de clientèle pour moi? Quel type de clientèle je devrais peut-être Hmm. viser, Développer. upgrader, Hmm. développer? Comment je peux le faire? Puis, la base de tout ça, là, c'est la confiance. OK. La confiance. À deux niveaux. Un, est-ce que je suis capable de développer, de bâtir, de développer, d'entretenir la relation de confiance que j'ai avec des clients, avec des partenaires? Parce que des fois, on bâtit, mais on oublie d'entretenir. Ouais. OK? Trop Donc, souvent. oui, puis quand on a cette confiance-là, ben, on peut aller beaucoup plus loin. On peut développer des nouveaux produits, des nouveaux services beaucoup plus adaptés puis facilement aussi. Puis quand je reviens à la confiance de l'entrepreneur, du solopreneur, s'il y a une bonne confiance en lui, il va avoir une bonne confiance Hmm. en ses tarifs. Il va être capable de beaucoup mieux les vendre et de vendre son expertise. Pas uniquement vendre un prix, vendre l'expertise qui vient avec. Puis il y a beaucoup, trop d'entrepreneurs qui ne sont pas en mesure de charger leur vraie Hmm. tarification. Puis c'est là que souvent j'aborde le concept de l'équivalence mentale appliquée en affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Ouais. l'équivalence mentale? L'équivalence mentale, OK? De façon beaucoup plus large, c'est un peu comme de quelle façon on matérialise notre vie. OK. OK? Donc,
on se voit en fonction de ce que l'on possède. La marque de notre véhicule, la grosseur de notre maison, etc. Ça, c'est comme si ça crée une espèce de reflet, puis dans notre tête, ben, on vaut ci, on vaut ça, puis etc. Ceci étant dit, le côté matériel, je m'en fous un peu. Mhm. Moi, je le ramène au niveau de la business, des affaires. Puis l'équivalence mentale appliquée au domaine des affaires, c'est une question de confiance. OK. Mais comment que tu vois, puis comment que tu vaux? Comment toi tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Quand je dis ce que tu vaux en termes de montant d'argent, Mm. souvent annuel, combien tu vaux sur le marché du travail, c'est un peu ça, mais de le remettre au niveau de la business. Donc, combien tu vaux? Puis souvent, on vient souvent des solopreneurs ou des gens dans le domaine du service vont mettre une valeur à l'heure, hein, Oui, avec une effectivement, un taux tarification. horaire, Un taux effectivement. horaire, tout Ouais. à fait. Donc, l'équivalence mentale, c'est oui, je facture tel montant, mais il y a une distinction entre le montant que je facture mes clients et ce que je vaux. Mm. Donc, ma perception de moi, combien je vaux là-dedans. Puis après ça, la clientèle, sa perception à elle. Mm. Et surtout face à Les concurrents, les là, c'est ça. concurrents, face à Mhm. notre marché. Donc, l'équivalence mentale, là, en gros, si, supposons, je facture, je suis une entreprise dans le domaine, je suis un solopreneur dans le domaine du design, puis je facture 75 $, mettons. Le concept de l'équivalence mentale, c'est de valider 75 $. Quand est-ce que je suis inconfortable de payer, pas de payer, De mais de charger? charger. OK? Il y a un montant d'inconfort. Fait que d'augmenter, supposons, à 78, c'est pas un enjeu. D'augmenter à 100, whoop, Oups, on aime là, il y a un moins inconfort. ça, hein, c'est Parce ça. qu'habituellement, là, on prend notre montant d'argent et on est capable d'aller chercher un 15 % de plus. Fait que quand on veut augmenter nos tarifications, on peut jouer sur un 15 % avant de se sentir très inconfortable. Fait qu'on peut le valider, ça. Mais à l'inverse, on se sent frustré quand on baisse nos culottes, quand on se fait Effectivement. négocier. Mm. Puis si on n'a pas confiance en nous, qu'est-ce qui arrive? Ça va être plus facile de se faire négocier, puis là, de diminuer. Puis là, encore, c'est un 15 %. Si on négocie un 15 % plus bas que notre tarification régulière, là, on va avoir un sentiment de frustration un peu. Puis même si le mandat est super intéressant, on va avoir un goût amer. Ouais. On va être frustré de cette situation-là. Donc, l'équivalence mentale, c'est un peu de quelle façon on se voit, mais de quelle façon on est capable de jouer dans cette fourchette de prix-là. L'idée, c'est d'augmenter son équivalence mentale à tous les ans. C'est pour ça, tantôt, je disais d'augmenter sa tarification. Mm. Donc, à tous les ans, on se doit d'augmenter notre équivalence mentale. Puis notre équivalence mentale, elle se bâtit à chaque fois qu'on a un nouveau contrat à la bonne tarification avec le bon client. Mm. Puis c'est ça le défi, c'est ça l'enjeu. Donc, on a un nouveau client qui paye un vrai montant, il va payer un vrai montant, mais notre nouvelle tarification, ben c'est comme si, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui croit Que je vaux que je ça. vaux ce Ouais. montant-là. Donc, c'est comme si dans notre tête, ça crée un point de référence, un nouveau point de référence. Même si j'ai des clients qui nous négocient. négocient ou qu'on facture moins Mm. cher, etc., on le sait qu'il y en a qui sont capables de reconnaître cette valeur-là. Mm. Donc, ça devient comme une espèce de point d'ancrage. Puis là, ça devient beaucoup plus facile après ça d'augmenter la tarification aussi de tout le monde ou des autres personnes. Si tu savais le nombre de fois que j'ai utilisé cette technique-là avec des entrepreneurs, beaucoup de petites entreprises, tu sais, quand il y a juste c'est Non, je relatif, mais comprends. une personne, deux personnes avec une tarification horaire, puis on augmente juste un petit peu, mais souvent, c'est un peu difficile d'aller chercher une grosse bonification. Mais quand on a plusieurs employés, puis on augmente considérablement, il y a un effet multiplicateur Mm. qui fait en sorte que cet argent-là, là, on ne fait rien de plus. Là. Ça va directement Non, dans nos effectivement. poches. C'est du profit pur. Fait que tu contrôles les dépenses d'un bord, mais tu augmentes ta propre équivalence mentale, celle de ton équipe, les compétences aussi. Puis après ça, tu factures un peu plus cher. Mm. Puis oui, il y a toujours le contexte de la concurrence. Fait qu'il faut toujours se positionner. Donc, nous, on facture combien? Supposons que je reprends l'exemple à 75 $. Si je regarde la concurrence dans mon domaine, qui facture, je dis n'importe quoi, là, mais entre 60 et 120 $ de l'heure, puis nous autres, on est à 75.
La question clé que je pose aux entrepreneurs, là, puis que Le coup de 2 par je 4 donne qui un s'en coup de vient. 2 par 4, là, est super simple. C'est, t'es-tu moins bon que tes concurrents? Mm. Ben non, franchement, je ne suis pas moins bon. Je suis même meilleur qu'eux autres. Ben, ça ne se Pourquoi tes reflète prix ne pas. montent pas? Exact. Exactement. C'est Ouais. pas démontré par la tarification. Puis les clients, là, c'est pas tous les clients qui vont prendre une décision d'achat, surtout pour de l'expertise dans le domaine du service, rattaché sur un prix. Il va le faire sur le service, sur la compétence, sur l'expertise, sur la qualité de ce qui ressort, sur la plus-value, la perception de cette valeur ajoutée-là. Donc ça, c'est super important. Puis on l'oublie puis on le néglige. Il faut revenir là-dessus. Quand on met en perspective notre propre tarification versus celle de nos concurrents, bien là, ça nous donne une marge de manœuvre aussi. Moi, je me rappelle, là, Isabelle, un entrepreneur marquant là, que j'ai fait ça, c'est un petit garagiste. Il y avait quelques employés. Puis quand on a fait l'exercice, lui, il facturait à l'époque, je pense que c'était 65 de l'heure. Quand j'ai posé la question, bon, tu vas augmenter, oui, à 68. Puis moi, je savais que c'était pas suffisant. Un peu plus, c'est ouais. ça. Puis ça faisait comme 5 ans qu'il n'avait pas augmenté sa tarification. Puis quand j'ai posé la question versus sa concurrence, j'ai dit, t'es-tu moins bon que ta concurrence? Il dit, ben non, je suis bien meilleur qu'eux. J'ai dit, OK, tes concurrents facturent combien de l'heure? 80. J'ai dit, t'as de la marge de manœuvre. Là. Fait qu'il a augmenté finalement sa tarification à 75 en se disant, cette année, ça va être 75, puis l'année d'après, ça va être 80 pour se rapprocher de sa concurrence. Le 10 $ de plus de l'heure, là. Ça paraît au bout de la ligne, là, exactement effectivement. dans les poches. Puis quand tu as des employés qui facturent 1000 heures par année, ben là, tu as l'effet multiplicateur là, qui vient avec ça aussi. Fait que ce 10 $ de l'heure de plus, c'est 1000 $ par employé. Excuse, non, ça paraît, oui. C'est 10 000 $ par employé, finalement, ouais, effectivement. au global. OK? Fait que directement dans nos poches. Fait que 2 employés, c'est 20 000 $ de plus dans nos poches à la fin de l'année. 10 employés, c'est 100 000 $. Fait que des fois, on néglige ces éléments-là. Mais il faut valider. Il faut vraiment s'assurer que ça soit vraiment sur la coche au niveau de cette tarification-là pour pouvoir se rattraper graduellement. Mais des fois, on néglige vraiment cet élément-là, mais le pouvoir des chiffres peut faire toute la différence, puis peut faire en sorte qu'on a une entreprise qui est plus ou moins rentable, assez rentable, quand même assez rapidement, juste en faisant un des petit augmentations. Changement, c'est ça, ben, c'est ça, exact. Mais pour rattraper notre concurrence, toujours. Puis là, la question que tout le monde se pose, ouais, mais là, je vais peut-être perdre des clients. Tant mieux. Les clients qu'on va perdre, souvent, c'est pas nécessairement la crème de la crème. Puis à chaque fois qu'on a cette préoccupation-là, mais la majorité des clients, là, ils restent. Parce que c'est quoi leur choix? Ils vont aller ailleurs? Ah non, c'est ça. S'ils vont ailleurs, là, moi j'appelle ça de l'infidélité souhaitée. De l'infidélité souhaitée, effectivement. Ben oui, parce que quand ils reviennent dans nos conditions. Parce qu'ils sont allés voir ailleurs puis ils n'ont pas eu meilleur service. Puis là, moi, je prends pour acquis que vous êtes les meilleurs dans votre domaine. On s'entend. Donc, versus votre concurrence. Fait que tous ces éléments-là, quand on met ça ensemble, là, on peut avoir des gains qui sont quand même intéressants financièrement puis qui font une différence. Puis si tu fais 10 000 $ de plus à la fin de l'année, 20 000, 100 000, non, ça vaut la peine. Ben, je pense que ça vaut la peine. Puis encore plus dans un contexte de ralentissement, c'est un peu plus difficile. Le réflexe des gens, c'est quoi? C'est de diminuer leur prix. Moi, ce que je dis non. C'est d'augmenter la valeur. Il y a une citation que j'ai déjà lue à quelque part qui a été vraiment marquante en lien avec ce contexte-là. C'est « Les amateurs réduisent leur prix, tandis que les professionnels augmentent la valeur. » Dans tous les accompagnements que je fais, j'ai toujours ça en tête aussi. Donc, c'est de chercher la plus-value. Qu'est-ce que tu peux offrir de plus à ton client? De quelle façon tu peux packager tes affaires? Mais justement, cette plus-value-là a une perception de valeur beaucoup plus élevée que la réalité. Là. Donc, oui, effectivement, c'est super intéressant ce que tu nous apportes parce que le réflexe premier va vouloir d'être de couper, mais effectivement, de se questionner quelle est la valeur ajoutée. Puis, je pense que la réflexion que tu nous amènes, c'est beaucoup sur notre confiance. Tu sais, j'aime ça. Des fois, on a un peu un sentiment d'imposteur qui peut arriver. Là, le fameux barème de 15-20 je pense qu'il faut avoir un travail qui est fait sur soi, sur la valeur qu'on a. Puis, effectivement, faites-le l'exercice de vous questionner sur vos concurrents. Parce que je pense que c'est cet imposteur-là, quand vous allez vous rendre compte des autres, où est-ce qu'ils se sont positionnés,
vous versus les autres, d'aller développer votre exercice aussi, de vous positionner par rapport à eux, de travailler de votre discours aussi interne et de vente aussi. Là, pourquoi est-ce que vous valez aussi ce montant-là ou plus, ou tu sais, de vous positionner. Fait que je trouve ça important, cette réflexion-là que les gens doivent avoir. Là, puis c'est ça, l'imposteur, il est correct, là, mais à un moment donné, faut pas qu'il mène notre vie ou nos décisions non Et plus. Là. l'imposteur rentre en ligne de compte à chaque fois qu'on a justement un certain inconfort. C'est pour ça que quand je parlais de l'équivalence mentale, là, il y a une zone d'inconfort. Mais c'est pour ça que graduellement, il faut augmenter notre propre confiance en nous, la confiance en notre valorisation. Puis quand que les clients perçoivent cette valeur-là, whoop, là, nous-mêmes, ça on nous va. aide, effectivement. Puis, je ne donnerai pas de chiffres, là, OK? Sauf que, moi, une des premières fois que j'ai utilisé ce concept-là, c'est avec une cliente que je voulais absolument pas avoir pour X raisons. J'étais débordé. Fait que, tu sais, quand on est dans une situation aussi d'abondance, je veux dire de même, c'est plus facile de choisir. Mais à ce moment-là, cette cliente-là, elle voulait avoir comme un gros accompagnement, etc. Puis ça me tentait plus ou moins. On recule de plusieurs années. Puis, quand j'ai fait la proposition, j'avais mis des chiffres. Puis ça, non, ça ne me tente pas. Fait que j'ai enlevé ça, j'ai effacé ça. J'ai remis d'autres chiffres. J'ai effacé. J'ai remis d'autres chiffres. Puis quand j'ai proposé le tout, moi, c'était si elle accepte pas, j'en ai rien à foutre. Là. Puis vu qu'elle a accepté, son réflexe, quand elle a vu la tarification, elle n'a même pas sourcillé, puis est arrivée à la toute fin. Elle a dit, est-ce qu'on peut commencer la semaine prochaine? Moi, à ce moment-là, OK. Fait que là, elle perçoit que je vaux ce montant-là. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a été justement un game changer. De l'essayer. Tu sais, on veut augmenter notre tarification. On n'est pas obligé de l'afficher en gros sur notre site Internet. On a un nouveau client potentiel qui arrive. C'est peut-être l'occasion de l'essayer. C'est peut-être là l'occasion d'essayer d'augmenter. Puis dans le domaine du service, pour ça je parle d'équivalence mentale beaucoup, tu sais, le 10, 15, des fois 20 dépendamment des gens, on peut le faire à tous les 6 mois. Effectivement. On peut le faire à tous les clients. Ça peut se faire graduellement, c'est pas obligé d'être d'un coup. Là. On peut se donner un objectif. Puis, on y va. Oui, mais là, c'est pas équitable versus les anciens. Oui, puis c'est qui choisit la tarification? C'est pas le client, c'est vous autres. Effectivement. Oui, le client a une influence. Là. Mais tu sais, l'idée en arrière de ça, c'est est-ce que vous le valez? Est-ce que le client le perçoit? S'il ne le perçoit pas, de quelle façon il pourrait le percevoir? Puis ça, c'est notre job. Puis un autre élément, tu parlais d'imposteur, là. On a tendance à sous-évaluer, pas juste notre expertise, mais à sous-évaluer le montant que ça prend pour des mandats. Ceux qui sont à l'heure, là, moi, ce que je dis, à la base, avant d'augmenter les prix, là, calculer, hein? De calculer, mais de se donner une marge de manœuvre. Ça arrive-tu des imprévus? Oui, toujours. Mon chiffre magique, là? 25 25 25 Tu penses que ça va prendre 10 heures, tu calcules 12h30. Minimum. Puis fait, quand tu vas arriver et faire ta proposition à ton client, tu as une marge de manœuvre. Effectivement. Puis souvent, quand on est tout seul, c'est nous autres qui l'absorbent directement. Puis si on l'absorbe directement, bien c'est là, dans l'équivalence mentale, on tombe en dessous du seuil qu'on considère adéquat. Fait que c'est comme si on devient frustré de ce contrat-là, des fois, parce qu'on passe beaucoup trop de temps. Puis si on est super performant, puis on est correct avec notre marge de manœuvre, tant mieux. Mais ça veut dire justement que quand on va avoir des employés, nos employés vont-ils être aussi performants que nous? C'est souvent une source de frustration. Donc, il faut déjà aller chercher une marge de manœuvre supplémentaire. Fait que, tu sais, juste au niveau du temps, 25 Fait que quand on commence à identifier puis à développer sa business, ça en fait partie. Puis il y a aussi l'augmentation de la tarification. Fait que quand on commence à mettre en place ces 2-3 astuces-là, là, à la fin de l'année, là, on commence à être beaucoup en meilleure posture qu'on l'était au début de l'année. Là. Effectivement. Okay, excellent. Bien, merci pour le conseil. Donc, je pense que le deuxième exercice qu'on doit faire après être devenu paranoïaque de nos dépenses, bien, regardez votre prix, votre marge de manœuvre, ou ce que vous sentez pas, ce que vous pensez valoir. Après ça, vérifiez effectivement vos compétiteurs, comment ils se positionnent. Et aussi, il y a où le prix plancher, ce qu'on veut pas aller en bas non plus, parce qu'on veut pas, quand on se fait négocier, on veut pas non plus vendre notre âme gratuitement. Donc, ayez cette réflexion-là.
Puis je l'aime, ton idée de, tu sais, ceux qui ont plus peur de faire un saut de 15 ou 20 d'un coup, ben essayez-le graduellement. Donnez-vous un défi trimestriel, peut-être Mhm. d'augmenter graduellement si ça fonctionne. Puis à chaque fois que vous vivez une réussite, que vous réussissez à vendre au prix que vous considérez juste maintenant, votre nouveau prix, ben ancrez-le en vous. Tu sais, vous le valez. Effectivement, j'aime ça. Il y a quelqu'un qui trouve que je vaux ça, tu sais, qui Mhm. voit une valeur ajoutée puis qui est prêt à payer pour mon service. Donc, Ça vient l'ancrer dans notre tête. exact. Tu sais, ça, c'est important de le faire puis de prendre le temps de l'ancrer aussi pour être capable, après ça, de mieux l'assumer. Puis vous allez devenir, je pense, plus confiant de le faire aussi avec le temps, là. Je pense que c'est un premier pas qu'il faut faire puis qui est nécessaire, là, surtout en ce moment. Puis surtout, si Ouais. ça fait longtemps que vous n'avez pas augmenté vos prix, effectivement, Puis si je peux me permettre, oui. Isabelle, une petite astuce supplémentaire, là, quand on augmente nos prix, là, ceux qui vendent des banques d'heures, Ouais. vous augmentez, exemple, vos prix là, de 5, 10, 15, 20 piastres à l'heure à partir de telle date qui est comme dans 30 jours. Mhm. Puis là, après ça, vous dites à vos clients réguliers que vous pouvez fixer le tarif régulier pour ceux qui achètent d'avance des banques d'heures. Fait que ça crée aussi un boost de vente. Effectivement. Puis, on a déjà annoncé que pour nos clients, quand ils vont renouveler après cette date-là, Ça va être plus cher. c'est tel tarif. Puis là, ils continuent avec nous. Ça nous permet de stabiliser certaines choses. Fait que, tu sais, des fois, juste en faisant des astuces, tu sais, c'est minime là, comme astuce. Mais quand on met ça en exécution, là, ça fait la différence. Puis, est-ce que nos clients vont changer à cause qu'on augmente nos tarifs? Non. Ben non. Ceux qui veulent profiter de l'ancien tarif, ben, ils ont encore l'occasion s'ils achètent une banque d'heures X. Fait que, tu sais, des fois, ça nous permet de venir jouer avec ces éléments-là. Là. Puis de solidifier, puis de rendre aussi notre planifié, ça devient prévisible au niveau des ventes aussi. Parce que c'est un des défis quand on est un solopreneur ou une petite entreprise, c'est de créer une prévisibilité des ventes, une récurrence des ventes avec notre clientèle. Fait qu'il faut trouver les bonnes astuces, les bons clients, mais les bonnes astuces pour pouvoir le faire aussi. Puis là, tu parles de clientèle, ça m'amène sur mon autre sujet. En fait, bon, des fois, on peut vouloir aller vite. Tu sais, si on se met dans la peau de gens qui, présentement, c'est un petit peu plus difficile au niveau financier, l'entreprise, il y a de l'insécurité qui est là. On peut vouloir se dépêcher à aller chercher de la clientèle, tu sais, procéder plus rapidement. Quels sont tes conseils par rapport à ceux qui voudraient être pressés de développer des relations d'affaires ou d'aller chercher de la clientèle rapidement puis ramasser l'argent pour survivre? Quel est ton conseil par rapport à ça? L'urgence de prendre son temps. OK. Non, mais c'est parce que dès qu'on essaie de bousculer les choses, on force. Quand on force, tu sais, c'est comme si on se met à faire de la vente sous pression. Est-ce que ça marche bien, la vente sous pression? Je pense pas, non. Est-ce que ça crée des relations durables? Moi, souvent, je donne l'exemple que, tu sais, vendre à tout prix, là, c'est comme si tu cherches à avoir une relation d'un soir dans un bar. OK. OK? Fait que tu veux-tu avoir une relation d'un soir avec des clients ou tu veux avoir un mariage avec des clients? Là, il y a une question de modèle d'affaires aussi, etc. Mais si on vise un mariage avec nos clients, il faut prendre le temps. Il faut développer la relation. Donc, puis développer la relation, ça suppose qu'on doit développer une relation de confiance. Puis la description de la confiance, là, pour moi, c'est que l'autre a à cœur notre propre intérêt. OK? Donc, s'il a confiance en moi, c'est parce qu'il sait que j'ai à cœur son propre intérêt. Puis ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut bâtir avec des interactions positives qu'on a avec les autres personnes, qu'on crée ce sentiment de confiance-là. Puis là, après ça, on n'essaye même plus de vendre. On propose quelque chose. Et c'est pas comme essayer de vendre un frigère à un Esquimau. Non, là. effectivement. On propose quelque chose parce que l'autre le sait qu'il peut avoir confiance et que je vais lui proposer quelque chose parce que c'est dans son intérêt à lui. Puis, si moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je vais le référer à quelqu'un d'autre. Fait que la confiance, elle se bâtit, mais avec du temps, puis avec des interactions positives, puis avec des interactions différentes. Quand je dis différentes, là, c'est pas juste être sur LinkedIn puis dire j'aime. Publier une fois par semaine. Ben, c'est ça. Ouais. Non, ça, OK, oui, on le fait. Mais c'est pas ça qui amène une relation de confiance à un autre niveau. Une relation de confiance, pour l'amener à un autre niveau, c'est quoi? Il faut se développer un processus. C'est quoi la recette de notre recette à nous personnelle? Fait que là, après ça, ça peut être, oui, les médias sociaux, un échange par courriel, par Messenger ou etc.
visioconférence, ça peut être un repas, ça peut être un podcast, tu sais. Mhm. Donc, c'est des interactions positives avec une autre personne, mais avec des moyens différents. Puis on ne se le cachera pas, les rencontres en personne Ouais. accélèrent de beaucoup. Fait que même quand tu ne veux pas vendre à quelqu'un, en ayant une conversation avec quelqu'un au restaurant ou peu importe, parce que oui, ça se fait encore, hein, Oui. de nos jours, même après la pandémie. La preuve, c'est ce qui a amené à notre échange Ben, aujourd'hui. tout à fait. Un dîner au restaurant. Un dîner au restaurant. Mais c'est ça, c'est cette confiance-là qui se Mm. développe avec les interactions positives. Puis des fois, on l'oublie parce qu'on veut aller très vite, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis des fois, il y a des gens dans notre réseau qu'on n'a pas trop entretenu la relation de confiance. C'est correct. Mais là, c'est peut-être une occasion justement de revenir. Puis si on a une baisse de vente présentement, là, il y a 3 catégories de clients dans lesquels on peut miser, sur lesquels on peut miser. 1, nos clients actuels, est-ce qu'on peut leur vendre, leur proposer de quoi de différent, adapté à leurs besoins? Effectivement. Okay. 2, oui, on peut attirer des nouveaux clients. Mais encore une fois, avant qu'ils consomment, des fois, ça peut prendre une petite période de temps. Puis 3, l'élément qui est souvent négligé, les anciens clients. Les anciens, effectivement. Dans nos anciens clients, là, y en a-tu là-dedans qui peuvent être réactivés? Ils ont arrêté de faire affaire avec nous pour quelle raison? C'est pas tout à cause de l'insatisfaction. Des fois, c'est parce que vous proposez aujourd'hui certaines choses que vous ne proposiez pas dans le temps, qui pourraient être à propos à eux. Mais vu qu'elles sont comme plus dans notre giron, mais on les a comme négligées. Mm. Fait que souvent, moi, j'appelle ça le sablier, là, OK. au niveau de la clientèle. Fait que dans le milieu où est-ce que ça s'écoule, c'est nos clients actuels. Le sable qui est passé, c'est les clients passés. Puis finalement, les nouveaux, c'est le sable qui reste à s'écouler. Mm. Puis dans un monde idéal, il faudrait constamment travailler sur ces 3 tableaux-là. Puis c'est ça qui crée comme une espèce de système, excusez-moi le terme anglais, mais evergreen, là, qui fait en sorte qu'on a toujours des clients, des opportunités, puis sur ces 3 types de clientèle-là. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous n'avez pas encore ça, c'est au moins minimalement un fichier Excel ou un système de gestion de votre clientèle, là, parce que d'avoir les données de vos clients, les contacts que vous faites un peu partout, ça va vous permettre d'activer ça, de garder des relations effectivement avec ces gens-là. Là. Donc, puis même quand on démarre, quand on est une plus petite entreprise, c'est important. Ouais. Aller chercher des noms, des courriels, des contacts, activez-les. D'entretenir. Exact. C'était ça, faire des suivis, de renvoyer un petit courriel à ces gens-là, effectivement, de l'entretenir, cette relation-là, de prendre un temps. Des fois, se déplacer au restaurant, c'est pas toujours possible, mais c'est vrai que le courriel est merveilleux, mais il est rendu trop facile peut-être maintenant, de prendre un temps avec quelqu'un en one-on-one, que ce soit virtuel ou encore mieux en présentiel, bien, ça solidifie, puis ça peut être même vos partenaires d'affaires aussi qu'il faut entretenir comme ça. Fait que c'est de prendre le temps de faire ça, effectivement. Urgence de prendre son temps. Effectivement. Mais c'est pour ça. Puis, tu sais, un exemple, quelqu'un qui participe à une activité d'alias entrepreneur, qui rencontre des gens, accumule des cartes d'affaires. Moi, j'en ai plus, mais je pense que ça existe encore un peu. Des codes QR de LinkedIn. Exactement. On se connecte ensemble. Mais c'est bon, on a passé un petit moment, mais on n'est pas rentré en profondeur. OK? Fait que là, après ça peut être un échange courriel ou par LinkedIn. Mais si on veut vraiment développer la relation, c'est quoi le next step? C'est quoi ma recette comme entrepreneur pour développer cette relation de confiance-là? Parce que moi, je pense que c'est Joe Girard. Okay, qui détenait à l'époque le record Guinness de vente de véhicules usagés. OK. Lui, sa formule là, était super simple. Il dit, chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, qui est un client potentiel ou pas, il y a un chiffre inscrit en haut de sa tête. Okay. Cette personne-là est le digne représentant de plusieurs autres personnes. De nos jours, lui, il disait qu'il y avait 250 personnes. Je l'ai actualisé à minimum 500. On s'entend. Fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne dans un événement ou même personnellement, il y a tout son réseau familial, amis, réseau de services, sa communauté, etc. Les gens avec qui il y a des interactions. Puis là, on rajoute tout ce qui touche des interactions d'affaires, puis des interactions par les médias sociaux. Là, écoute, on est à des milliers, des milliers. Hein. Mettons minimum 500. Bon. Chaque nouvelle personne qu'on rajoute dans notre réseau, qu'on prend le temps de connaître, devient un digne représentant de minimum 500 personnes. Fait que quand tu as compris cette game-là, sur les 500, il y en a-tu au moins un qui pourrait être mon client? Fort probable. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Puis ça, dans
tous les domaines ou presque d'activité de business. Fait que quand on l'a compris, fait que là, on ne regarde pas dans les yeux, on regarde en haut. On le chiffre. Non, mais c'est une game de business quand même. Fait que là, parmi ces 500-là, comment que je peux développer une relation de confiance avec cette personne-là, même si ce n'est pas un acheteur potentiel, pour amener ça comme à un autre niveau. Des fois, ça peut amener des collaborations, des fois, ça peut amener la création de nouveaux produits, la co-création, de nouveaux services, etc. On le sait On ne sait jamais ce qui va ressortir de ça, effectivement. Mais c'est notre job de constamment semer pour pouvoir récolter plus tard. D'où l'urgence de prendre son temps. C'est merveilleux. Parce Merci. Mais juste pour finir là-dessus, si on est dans un mode juste vente, court terme, c'est comme si on n'est jamais capable d'aller chercher le pivot, de récolter plus tard ce qu'on a semé aujourd'hui. Parce qu'il y a comme une pression sur le court terme. Oui, il faut vendre, mais il faut toujours travailler sur ces deux tableaux-là. Chercher à vendre à court terme, mais chercher à développer, faire du développement des affaires qu'on sait qu'on risque de récolter beaucoup plus tard. Puis c'est ça qui nous permet de stabiliser aussi nos ventes, peu importe la période. Parce qu'il y a trop d'entrepreneurs, j'ai pas d'ouvrage. Blitz de vente, médias sociaux, etc. Ils ont un boom. Là, il faut qu'ils travaillent. Après, c'est ça. Là, après ça, là, ils travaillent. Ils négligent le développement. Puis, là, après ça, ça fait comme des espèces de montagnes russes constantes. Mais notre job comme entrepreneur, c'est de trouver le bon système pour venir aplanir un peu ces montagnes russes-là. Oui, il va toujours en avoir, mais de s'assurer d'avoir plus un flow continu. Puis même si on n'a pas le temps, il faut le faire. Oui, il faut se le bloquer, ce temps-là. Exactement. J'aime bien l'image du sablier aussi, là, ça revient, c'est ça, exactement. Donc, merci. Puis en terminant, t'aurais-tu un dernier conseil, là, le meilleur conseil que tu as envie de nous partager aujourd'hui là, à notre communauté chez Alias? Meilleur conseil pour un solopreneur ou propriétaire de micro-entreprise? C'est une bonne question. Oui, hein? On en a donné quand même quelques-uns aujourd'hui. Mais le meilleur serait de basculer de la réactivité à la proactivité. Okay? Ouais. On a tendance à être très réactif versus ce qui se passe, mais c'est notre job d'être proactif. Donc, de caller les shots en bon français, de provoquer les situations, de challenger le statu quo. Fait qu'il ne faut pas attendre que les choses se passent. Il ne faut pas courir comme une poule pas de tête non plus. Il faut avoir une vision un peu plus claire. Il faut se poser les bonnes questions. Puis il faut agir en cohérence avec ce qu'on a décidé ou notre plan de match. Donc, d'être en posture de proactivité, c'est essentiel. Excellent. Donc, sortons de notre lendemain de veille si on est dans ce mood-là pour devenir plus proactif et tout ça. Alexandre, merci. Merci pour l'échange. Si jamais vous voulez pousser la réflexion plus loin, comme je vous disais, vous l'avez vu quand même assez direct, Alex. Donc, 2 par 4, effectivement, c'est un livre, ça se lit, c'est un bonbon, là, en fait. Effectivement, puis c'est droit au but. Puis je pense que c'est ça, effectivement, comme je disais d'entrée de jeu, tu nous dis les vraies choses sans passer par des détours, avec un langage qui est super accessible, qui peut être drôle aussi. Donc, je vous le recommande. Donc, puis c'est ça, à tous, je vous souhaite effectivement de sortir de ce brouillard-là en ce moment. Je l'aime tellement, cette image-là, de réfléchir puis de prendre action, vos dépenses, vos prix, aller sortir un peu de l'imposteur puis vous fixer puis travailler votre sablier aussi de clientèle, de relations que vous allez développer. Puis dépêchons-nous de prendre notre temps, effectivement. Donc, merci Alexandre. Merci à toi.